Je voudrais ce soir revenir sur l'importance de quelque chose qui ne va pas de soi, parce que c'est quelque chose qui se crée dans le rapport à l'autre. Et c'est quelque chose qui définit à la fois un nouvel espace et un nouveau temps, une sorte de mise particulière, et que le psychanalyste peut être amené à trouver, on va dire à recueillir. Ça ne veut pas dire que c'est un acte passif, évidemment, à un certain moment dans l'expérience du transfert. Alors, ça va tellement pas de soi que pour parler de ça, Lacan l'évoque de la façon suivante: la jouissance qu'il faut est justement celle qu'il ne faut pas. Donc, je voudrais ce soir aborder une nouvelle fois, encore. Vous savez que ce que j'essaie de définir cette année est particulièrement proche de ce que j'entends quand j'écoute le séminaire de l'accord encore. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Pas lire, la transcription de Miller ne permet pas, enfin pour moi du moins, que l'expérience de la voix ou du chant lyrique ne permet pas d'entendre certaines choses au-delà du sens, puisque la question c'est l'au-delà du sens. Et il ne suffit pas de dire que Lacan était celui qui créait une certaine mise en scène pour que ça suffise. Et j'ai annoncé pour ce soir la substance jouissante, alors révélée par le mythe. Je pense que ça va finir comme ça dans la création de ce que je développe avec Lévi-Strauss, révélé par la musique et révélé par l'expérience du transfert, c'est-à-dire par l'expérience de la psychanalyse. Il y a évidemment une très grande proximité entre les trois, non seulement parce que c'est effectivement quelque chose qui prend en compte la dimension du corps, la dimension du langage, mais parce que l'inconscient est un savoir-faire avec la langue, écrite en un seul mot, comme le fait Lacan. On ne sait pas bien ce que c'est pas le langage, c'est quelque chose dont on peut quand même dire un mot, c'est quelque chose qui, justement, essaie de transmettre, de prendre en compte la dimension de la signifiance. À ceci près que le signifiant, comme la signifiance, n'a rien à voir avec le signifiant. C'est que dès qu'on parle d'un signifiant et qu'on a immédiatement, parce qu'on est fait comme ça, la dimension du sens qui apparaît, on n'est plus dans la signifiance. Cette barre que de Saussure présente comme l'arbitraire du signe, entre le signifiant et le signifié, est quelque chose qui doit être entendu comme la séparation de ces deux champs. Ça ne veut pas dire, ça l'expérience du transfert nous le transmet, mais ça n'aurait pas lieu si la barre n'était pas ainsi faite, qu'il n'y ait pas parfois du signifiant qui vienne s'infiltrer dans le signifié. Je ne vais pas trop parler de ça en tant que tel, et pourtant, la question que nous posons depuis
quelques mois, la question qui revient ce soir, c'est quelque chose qui, pour ma part, mais parmi vous, il y a beaucoup d'artistes. Je salue notamment ce soir la présence d'Arthur Joffé, qui est là, qui est metteur en scène, qui fait du cinéma, qui a tout le temps a réalisé un film assez extraordinaire qui s'appelle Ne quittez pas, j'ai vu récemment. Je vous conseille d'aller le trouver sur le site, d'aller chercher plus exactement sur Amazon ou sur, je crois que c'est ça, mais trouver ça avec son nom, Arthur Joffé. Un film où il y a beaucoup de vie. Eh bien, alors, la question importante que, il me semble, qui est en jeu dans l'expérience du transfert, mais aussi bien dans la création artistique, et pour Lévi-Strauss, dans cette présence insaisissable qui est au cœur du mythe. Je pense qu'on aura l'occasion de développer ça dans quelques mois. Je fais une parenthèse quand même, puisque je glisse comme ça. Vous savez que quand Lévi-Strauss fait cet opéra en 4 actes qui s'appelle Mythologique, qui est le premier acte publié en 1964, c'est Le Cruel Puits, et le dernier en 1971, qui s'appelle L'Homme nu. C'est-à-dire qu'il y a évidemment tout opéra une ouverture et un final. Et évidemment, on comprend toujours le final à partir de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire qu'on peut comprendre dans le même sens aussi l'ouverture à partir du final. C'est quelque chose qui est assez compliqué, j'en ai rendu compte dans le final de Don Giovanni, à partir du cri de Don Juan. Eh bien, ce que dit Lévi-Strauss, c'est qu'il est parti avec une hypothèse qui était que c'est au cœur de la musique se trouve ce qui est au cœur du mythe, et avec ses années de travail, ces 4 volumes, le final l'amène à trouver, on pourrait dire avec Lacan, ce qu'il ne voulait pas savoir, c'est-à-dire que c'est l'inverse, c'est la musique est en fait un effet de quelque chose qui se trouve dans la structure du mythe. Donc on aura sans doute l'occasion de reprendre ces éléments-là. Alors, ça me permet de développer le fait que, en ce qui me concerne notamment, c'est dans l'expérience du chant que j'ai un peu, me semble-t-il, je m'approche un peu de cette expérience de la substance jouissante, parce que cette dimension de la substance jouissante est effectivement quelque chose qui ne rentre pas dans les 2 autres substances que nous connaissons bien, c'est la substance pensante et la substance étendue. La substance pensante, elle se résume effectivement au sujet qui pense, et on sait que c'est pour autant que justement la pensée s'arrête, c'est-à-dire que le dit ne peut plus tenir la route, c'est-à-dire que le sens en quelque sorte défaille, que quelque chose, un savoir, un autre savoir peut apparaître, et que du moins peut être pris en compte. Le dire, c'est au-delà du dit. Le dire, c'est au-delà du dit. C'est pas encore ça la jouissance, je ne pense pas. Il y a donc cette dimension de la substance pensante avec cet au-delà, et puis la substance étendue que l'on connaît, c'est vous voyez que la science moderne se développe dans cet espace-là, avec tous les problèmes que ça pose, et surtout le fait que cette substance étendue, en quelque sorte, on peut la penser, puisque justement c'est quelque chose qui est pensable, même si c'est parfois difficile à penser, on peut la penser comme quelque chose qui est un pur espace. Et la pureté de cet espace, elle est définie par des parties. Ceux qui ont fait un peu de latin, c'est partes, extra partes.
Donc c'est des parties qui s'ajoutent à des parties, chaque partie se mettant à l'extérieur d'autres parties, extra partes. Le signifiant, la signifiance, autant le signifié peut rentrer dans ces deux types de substances, d'ailleurs on n'arrête pas d'être pris là-dedans, autant, pour ce qu'il en est du signifiant, de la signifiance, et donc de ce qu'on appelle le corps, sauf si on réduit le corps à ce qu'on voit, à la forme, et c'est pas ça qui nous intéresse, la jouissance du corps, le corps comme le corps de l'autre, c'est-à-dire de ce grand A dont parle Lacan, qu'il écrit comme tel, cette écriture, c'est justement cette substance jouissante qu'il faut, au sens où elle faille, c'est-à-dire où elle manque, on peut jouer sur le mot faillir et falloir, c'est pour autant qu'elle faille, qu'elle manque, qu'il faut qu'elle soit là. Et du même coup, elle est interdite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas. Et vous voyez que du coup, toute la dimension de ce qu'on appelle la loi est questionnée par rapport à la jouissance. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous dire un mot sur, on parlait du mythe, on parlait de la musique, sur quelque chose qui, me semble-t-il, rend compte ces éléments, et qui m'a traversé mardi dernier à l'Opéra Bastille. Je ne sais pas si vous êtes allé à la première de Parsifal de Wagner. Pour autant que c'est l'opéra que Wagner, dont Wagner donne la première en 1882, c'est l'année avant qu'il meure, c'est le dernier opéra. Et il lui a fallu une vingtaine d'années pour écrire le livret. Et il écrit en quelque sorte la musique rapidement, en 5 ans. C'est lui-même qui écrit ses livrets, c'est quelque chose de très particulier. Et ce que je voudrais, pour un petit peu prendre en compte ces éléments-là, c'est dire un peu c'est vous parler un petit peu de la position d'étrangeté dans laquelle je me suis trouvé en écoutant cet opéra, et donc en voyant se dérouler l'intrigue, et en écoutant la musique et les voix, dans la mesure où j'étais en quelque sorte dans la position d'entendre quelque chose, une histoire que je connaissais. Alors c'est l'histoire d'un mythe, c'est ce que je veux dire, hein. Un mythe, c'est l'histoire de quelque chose qui touche bien sûr à la religion chrétienne, avec la rédemption, avec le salut, avec l'importance du sacrifice, l'importance de la pureté, l'importance d'un être pur qui va venir sauver les autres qui sont corrompus. Et ce qui est important, c'est que peut-être là, pour la première fois, vraiment comme ça, je pense que la musique y était pour quelque chose, mais je ne sais pas comment. Pourtant, j'ai une hypothèse, je vais vous la livrer après. Pourtant, il semblait que ce qui était raconté comme histoire n'était pas du tout faux, mais était, pour moi, qui regardait, qui était présent, était quelque chose qui avait perdu d'une certaine valeur. Et la question, c'était pas du tout, parce que ça peut être très irritant, l'opéra. C'est Wagner qui peut être très irritant. La question, c'était pas de savoir si c'était bien ou pas bien. C'était qu'il me semblait que je participais, j'assistais pas du tout. J'étais quasiment sur la scène, je participais à quelque chose qui était le fait que c'était autre chose dont il s'agissait que ce qui était l'histoire elle-même. L'histoire, c'est l'histoire d'un groupe de chevaliers qui sont gardiens du Graal et qui sont là pour garder cette chose sainte
et qui aussi doit garder la lance qui a traversé le côté du Christ. Ça, c'est une chose. Et puis, évidemment, comme toujours, on a une fable qui arrive là-dessus. C'est l'histoire du péché originel. C'est pas dit comme ça, mais évidemment, il y a une faute qui est accomplie par le gardien, qui est Amfortas, le fils de Titurel, celui qui a créé l'association, la compagnie. Et à partir de là, se développe toute une série de choses, etc. Bon. Ce qui me semble important, c'est le fait que, enfin pour moi à ce moment-là, ce qui est important, c'est le fait que, d'une part, c'est vrai que c'est pas simple à la Bastille, le passage de la rampe par les voix. D'une part, c'est pas simple, il y a l'orchestre qui est là. Et cet opéra, vous savez, qui a été joué à Bayonne, vous savez comment on fait l'opéra, il n'y a pas du tout d'orchestre entre les spectateurs et puis la scène, l'orchestre il est sous la scène, donc il y a quelque chose qui passe beaucoup mieux, mais c'est pas un opéra qui est fait comme ça. Mais il y a autre chose qui était présent, et c'est ça qui me semble, c'est comme ça que j'ai présenté un peu cette substance jouissante, c'est cet espace particulier qui est créé par quelque chose qui là est la dimension du corps, par cette partie du corps, c'est pas le partes extra partes, c'est la part du corps, qui est notamment la voix. Quelque chose effectivement apparaît dans cet opéra, notamment, pour ceux qui, si vous le connaissez, vous avez déjà lu certainement beaucoup de choses là-dessus, c'est au début du deuxième acte, un cri, qui est le cri de Kundry. Kundry, c'est une sorcière, c'est présenté comme ça. Elle a ri en voyant le Christ sur la croix. Et depuis là, elle est effectivement aussi dans une position de péché. Et ce qui est assez étrange, c'est ça, c'est que on peut penser que tous ceux qui étaient dans cette salle, il y avait Anna qui était là aussi, dont elle parlera de son avis après, tous ceux qui étaient dans cette salle pourraient plus ou moins accepter, refuser cette position, etc. Une mise en scène aussi très moderne, c'est pas de l'hôpital, la mise en scène n'a pas été acceptée, elle a été sifflée. Enfin, c'est pas ça c'est pas ça que je veux, on va peut-être parler de mise en scène après aussi. Alors, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux essayer de transmettre, c'est le fait que peut-être presque pour la première fois, moi j'étais dans une position étrange, pour autant que j'étais un peu cet étranger, c'est-à-dire, comme dit Lacan, je faisais tâche, certainement, dans ce public. C'est-à-dire, je sentais converger, mais sans trop d'angoisse, quelque chose sur moi. Et ça, dès le début, alors c'est là qu'on en arrive à quelque chose qui, évidemment, pour moi est important, puisque c'est comme ça que je suis parti il y a quelques années à partir du cri de Don Juan, final de Don Giovanni. Au moment où Kundry, alors voilà, on en arrive à la chose, au moment où Kundry, au début du deuxième acte, et je donne l'histoire pour qu'on y comprenne quelque chose, Kundry est endormi, et Klingsor, qui est un magicien, qui a pour fonction de casser, de démonter toute l'emprise des chevaliers, parce qu'il a été refusé, il a dû se castrer, ces chevaliers devaient effectivement faire un peu de chasteté, et lui, pour maintenir ceci, il était obligé de se castrer, d'où le fait qu'il n'était pas acceptable. Il a monté une maison avec des femmes pas très loin, et c'est ainsi que les chevaliers, progressivement, pouvaient être tentés, et à nouveau, qu'ils pouvaient être mis dans une position de défaillance. Or, je reviens, au début du deuxième acte, c'est ça que je vais essayer de vous transmettre, au début du deuxième acte, ce qui se passe, c'est qu'en entendant ce cri, alors c'est vrai que un cri, on est poussé, c'est en ce sens-là que ça touche la dimension de la signifiance. On est poussé à lui donner du sens. Avec le cri de Don Juan, on a dit toutes sortes de choses là-dessus. En fait,
on peut dire que par définition, un cri n'a pas de sens. On lui en donne, ça c'est possible. Mais un cri n'a pas de sens, et un cri ne rompt pas le silence, un cri fait entendre le silence. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le cri, c'est quelque chose qui fait au silence tenir la note. C'est ce que j'ai écrit dans l'article sur Don Juan. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Kundry émet ce cri, quelque chose fait que, effectivement, et je me fiche pas mal de savoir si Wagner a pensé ça, c'est pas le problème. Parce que ce qui compte, c'est ça notre travail de psychanalyste, d'artiste, c'est qu'est-ce qu'un récepteur. Essentiellement ça, c'est-à-dire que ce que l'émetteur peut en quelque sorte essayer de créer à son insu, c'est le récepteur qui va l'authentifier, par définition. Eh bien, au moment où ce cri, qui évidemment doit du son, c'est-à-dire ce qu'on va appeler du réel s'accédant au symbolique, comme dit Lacan. Le réel s'accédant, c'est pas le symbolique qui branche là, le réel. C'est le réel qui s'accède au symbolique. Et je crois que c'est une formulation tout à fait intéressante. Ce réel s'accède. Le réel, c'est insaisissable. S'accédant au symbolique, c'est-à-dire qu'entre les deux, quelque chose va fonctionner comme un lien particulier. Alors, chez celui qui entend cette substance jouissante en élaboration, je crois que si on l'entend, c'est parce qu'effectivement il y a quelque chose qui fait que il y a en nous une présence qui apparaît, et à ceci près, je crois qu'effectivement que pour pouvoir l'entendre, on ne sait pas d'ailleurs ce qu'on entend, bien sûr, mais il importe qu'auparavant, on ait été dans cette position d'étrangeté dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'on est d'accord, mais ça n'a plus la même valeur, ni pour critiquer, ni pour accepter tout ce qui est dit au niveau du christianisme à ce moment-là. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui fait que ceci renvoie, me semble-t-il, pour en discuter, à ce quelque chose que Lacan appelle encore, en deux mots, appelle le pas-tout, qui est la dimension du féminin, cette élaboration du pas-tout. Il dit, ce séminaire que j'ai nommé encore, en fait, ça revient à dire ceci. Ce que j'essaie de faire, c'est l'élaboration du pas-tout, c'est-à-dire, vous savez, pas-tout dans la fonction phallique, c'est-à-dire la dimension du féminin, et cette signifiance elle-même, vous savez que Lacan a approché la dimension du féminin de ce rapport à l'autre, de ce rapport au grand est de grand Tabaré. Il dit que c'est la femme, mais au sens du féminin. Alors féminin, ça veut dire la part féminine de tout être parlant, c'est pas du tout le fait d'être en fonction du caractère sexuel, primaire, secondaire, tertiaire, sous la bannière féminin ou masculin, au sens habituel du terme, c'est-à-dire qu'on a tous nous-mêmes, tout être parlant, du fait de la langue, et l'inconscient, ce savoir-faire avec la langue, qui, à un moment ou à un autre, peut permettre que je reprends les choses, du réel s'accède au symbolique. Et je crois que c'est ça, effectivement, qui fait entendre la dimension particulière qui est la dimension de la jouissance. Alors qu'est-ce qu'on fait habituellement? Parce que c'est ça la question. Il y a depuis des lustres un couple particulier il apparaît notamment, plus particulièrement, sous, dans la voix, là, pas évidemment dans l'enregistrement, mais on sait qu'avant d'écrire, Augustin d'Agaste faisait parlait, il écrivait après. Un peu comme Paul de Tarse.
Et quand il écrit, je vous renvoie au tome 1, au chapitre 1 des Doctrina Christiana qu'il écrit en 397. Il reprend un couple qui était assez connu, mais qui n'était pas formalisé peut-être tout à fait pareil. Évidemment, l'accord va reprendre ça. C'est le couple, en latin, uti frui. Uti, ça vient du latin, qui veut dire user, la valeur d'usage. Et frui, c'est la jouissance. Et il sort une citation, on en a parlé dans la discussion la dernière fois. Frui, jouir, est amore par amour, inerare aliquirei, s'attacher, mais avec inerare, c'est s'attacher intimement, aliquirei, à quelque chose, propter se ipsam, par elle-même, pour elle-même, pardon, pour elle-même. C'est-à-dire que Augustin va rester dans la perspective chrétienne, c'est-à-dire dans le fait qu'on aura à user, il appelle ça c'est assez étonnant, res, des choses. Et res, vous savez qu'on peut tirer res, le mot res, latin, il peut tirer du côté du reus, c'est celui qui est coupable. Quand on sait les citations de Lacan, on est coupable du réel, on voit quand même qu'il y a des choses, il y a des passages comme ça. On est toujours coupable du réel, et quelque chose qui est assez intéressant. Dans la position d'Augustin, effectivement, il s'agit effectivement d'user des choses en vue de quoi? Du souverain bien qui est la jouissance de Dieu et de la Trinité. On trouvait déjà ça, on peut trouver ça chez Cicéron, donc bien avant. On peut même penser qu'Augustin, qui connaissait bien Cicéron, l'a en quelque sorte trouvé dans le Hortensius de Cicéron. Et puis il y a aussi un autre aussi, on trouve ça, c'est Aron, que vous connaissez aussi Augustin. Et puis après, il y a Plotin qui va aussi parler de ça au IIe siècle, IIIe siècle après Jésus-Christ. On arrive à Augustin. Et puis après, les choses restent à peu près en état. Et puis, quand Lacan parle de Sailotreic, il arrive tout de suite après à Bentham, à la théorie des fictions, pour parler de l'utilitarisme. Et puis on arrive à la façon dont Lacan nous propose, nous dit ceci, et bien voilà, outil et fruit, ce sont les deux éléments fondamentaux de la technique lacanienne. Séminaire, dans le séminaire, les noms du père. À un moment, je crois que c'est le deuxième ou le troisième séminaire, c'est un couple du rêve, et il rapproche la jouissance d'un texte de Freud de 1925 sur le rêve, qui s'appelle Les limites de l'interprétation, et il rapprocha de ce que Freud appelle le Lustgewinn, le bus de jouir. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on fait habituellement? Qu'est-ce qu'on fait en rapport avec ce couple outil et fruit? Je crois que ça permet un petit peu même plus qu'un petit peu, ça permet beaucoup d'essayer de se laisser surprendre par ce qu'on appelle la règle fondamentale. Si on demande à quelqu'un de parler, finalement, on va tout dire, puisque justement, c'est ce qui est tout à fait exclu, d'essayer de parler. C'est parce que, il y a une supposition, c'est parce que on suppose aux mots, et notamment à certains mots, la dimension de l'être. Et ce qui est demandé à quelqu'un qui parle, dans le cadre du transfert, c'est quoi? Alors là, on pourra en parler aussi, peut-être qu'il peut se passer sur une scène, au cinéma ou par exemple. On demande quoi à quelqu'un qui parle? C'est qu'il use, il y a quand jusqu'à la corde, jusqu'au trognon. L'être qui est présent dans certains mots.
Et peut-être alors, on va toucher à la dimension du signifiant. Autrement dit, tant qu'on est dans le signifié, tant qu'on est dans le sens, il faut bien passer par là. On est, justement, dans ce qui fait qu'on est dans quelque chose d'important, mais on ne touche pas à cette dimension de la substance jouissante dont on parle, avec toute la difficulté et tout l'intérêt de la langue française, qui nous dit que jouir, bien sûr, c'est quelque chose qui a à voir avec oui, avec dire oui, à dire oui à quelque chose. On ne peut pas ne pas prendre en compte cette dimension qui est, bien sûr, celle de la langue, et qui fait que, en usant des mots, et notamment en usant des mots au sens où on laisse les mots se tresser les uns avec les autres, et non pas en restant dans la substance pensée qui les organise, si on les laisse venir, et si on fait cette dimension de la tresse qui s'oppose à la dresse, à dresser quelque chose, qui renvoie à ce qu'on appelle dans le jargon psychanalyste la fonction phallique. Si on laisse aller dans cette dimension, s'il est possible de laisser aller, alors on tombe sur des formulations où on sait que justement l'intérêt, c'est-à-dire la vérité, c'est pas dans le sens, mais des formulations du type de celle que j'évoque, c'est-à-dire ce à quoi il faut se tenir, c'est le fait qu'il faut une jouissance qu'il ne faut. Voilà. Et on pourrait dire que c'est dans ce nouage-là, celle de la jouissance, celle-là même, que justement il ne faut pas, que se trouve cette présence particulière qui du coup traverse la rampe au théâtre, traverse la rampe à l'opéra, et qui est une façon de transmettre l'au-delà des mots. Il n'y a pas du tout avec le contre-sens et la signification des mots, mais le fait que c'est pour autant que, à un moment, et dans l'expérience personnelle dont je vous parlais, ça ne vient pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a un moment, alors pour ceux qui connaissent, je vous rappelle l'exemple dont parle Lacan, il va passer des années à se demander, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté, celui-là, qui m'a dit, voilà, tu vois une note de concert là-bas, tu la vois, elle ne te voit pas. Il est sur une barre. Puis que très longtemps après, en 64, il va dire, c'est pas elle te voit pas, c'est elle te regarde. C'est-à-dire que pendant des années, pendant peut-être 15-20 ans, il y aura eu toute cette période d'étrangeté particulière, et à un moment, il trouve quoi? Il trouve ce qu'on appelle, ce qu'il va découvrir comme étant la dimension du regard, qui est au cœur du tableau, qui nous regarde, qu'on ne voit pas, et qui, parce que justement, c'est pas quelque chose qui nous voit, c'est quelque chose qui est dans du regard, et que c'est cette mise en garde qu'est la jouissance, avec toute l'équivoque de ces formulations. Est-ce que ça arrête? Est-ce que ça fait halte? On s'arrête? Est-ce que ça arrête la jouissance? C'est toute la question, puisqu'on ne peut pas la saisir en tant que telle. Donc, ce couple particulier, outil, fruit, usage, jouissance, qui est au cœur de l'humain. Et pourquoi il est au cœur de l'humain? Parce qu'il y a cette jouissance. Alors je vais terminer
Évidemment, ça va être un petit peu parce que j'appellerais des éléments de structure chez Lacan. Vous savez que la structure chez Lacan, c'est pas la structure au sens où on en parle habituellement. C'est pas la structure de Freud, c'est pas aller trouver des éléments de structure, non, c'est pas comme ça. À un moment, Lacan, il sort un truc, c'est toujours par cas. Alors, au début, dès les complexes familiaux, le quatrième élément, c'est la mort. Hein, le père, la mère, l'enfant, etc. Et il y a la mort. Bon. Après, il va sortir quoi? Il va sortir le schéma L, les 4 éléments. Il n'y a pas 3. Alors qu'on n'arrête pas de penser à 3. Après, il va sortir le graphe, il y a 4 éléments. Après, il va sortir les formules de la situation, il y en a 4. Et puis là où il en arrive à ce moment-là, quand il aborde ces questions-là particulièrement, il y a 4 éléments. Alors, c'est l'impossible, c'est le nécessaire, c'est le contingent, c'est le possible. Alors c'est intéressant parce que je trouve que la façon dont c'est formulé renouvelle une sorte de, on va dire, de pensée lacanienne. Je continue, dit fruit et outil, c'est les 2 éléments, comme ça, j'ai pas beaucoup entendu ça. Mais évidemment, c'est comme toute chose importante, c'est une phrase qui est écrite à un endroit, c'est tout, après on passe. Et cette phrase, elle est précise parce qu'elle est articulée au Lustgewinn de Freud qui parle du rêve, et du chiffrage dans le rêve, c'est n'importe quoi. Ça ne paraît pas n'importe quoi, on ne peut pas comme ça, sans le critiquer. Là. Enfin, je pense qu'on prendra ça une des prochaines fois. Alors, il y a quoi? Il y a le fait qu'il y a quelque chose qui ne cesse pas, nécessité, qui ne cesse pas de s'écrire, c'est la nécessité. Alors bien sûr, là on est effectivement dans la dimension du sens, dans la dimension du semblant, on peut prendre différentes façons, dans la dimension de la communication, de l'explication, le besoin de ça. Il y a quelque chose qui ne cesse pas de s'écrire. Et ceci recouvre le fait que ce qu'il appelle le rapport sexuel ne cesse pas de ne pas s'écrire. Le rapport sexuel, c'est évidemment pas le rapport sexuel au sens commun du terme. Tous les mots, c'est quoi le rapport sexuel? Mais c'est en gros, pour dire les choses, je dirais simplement, c'est la rencontre du tout homme et du pas tout. Et c'est tellement rare, on peut dire que c'est quasiment impossible. Et puis, alors, ce qui ne cesse pas de s'écrire, ce qui ne cesse pas de se pas s'écrire, ce qu'on appelle le réel, et puis alors voilà ce qui peut arriver. Pour autant qu'il y a, justement, cette jouissance, et ce corps particulier, que sans doute, pas de façon inappropriée, je ne sais pas encore si c'est excessif. J'ai commencé cette année en rapprochant ça de cette image non visible du Père, qui est le Christ au moment où c'est présenté comme tel. Enfin, on prendra ça une autre fois, parce que on touche à des éléments qui ne sont pas simples, là, parce qu'on touche à des susceptibilités personnelles qui sont légitimes. Eh bien, qu'est-ce qui fait la grande question de l'inconscient? Elle est là, la question de l'inconscient. Si on articule l'inconscient, la langue, un savoir-faire avec la langue, il y a quelque chose qui touche à la jouissance, quelque chose qui s'entend. L'inconscient, ce n'est pas que l'être parle, c'est qu'en parlant, il jouisse, et qu'il ne veuille rien en savoir de plus, c'est-à-dire rien en savoir du tout. Ça, c'est comme ça qu'on présente l'inconscient, à la fin du séminaire encore. C'est pas du préconscient qui serait refoulé, etc. C'est autre chose. C'est-à-dire que c'est insaisissable, l'inconscient. C'est à un moment, apparaît ce sujet, comme une éclipse.
C'est pour ça qu'il est barré. Mais aussi, il peut se barrer, c'est la même écriture. Donc ça dépend comment on le reçoit. S'il est bien sérieux. Alors, qu'est-ce qui fait, la grande énigme, c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait que ce qui ne cesse pas de s'écrire cesse de ne pas s'écrire? Parce que c'est ça la question. La création est là. Dans ce qui ne cesse pas de s'écrire, cesse de ne pas s'écrire. Et qu'est-ce qui cesse de ne pas s'écrire? C'est-à-dire, cesse de ne pas s'écrire, c'est la dimension de la contingence. Lorsque Lacan, de façon tout à fait particulière, avec beaucoup de... Il faut entendre, parce que le texte écrit, alors là, je crois qu'il est beaucoup perdu, notre cher Jacques Alain dans tout ça, parce que vraiment, il fait des raccourcis, etc. On ne peut pas en attendre ça. Je crois que c'est le dernier séminaire, encore, peut-être l'avant-dernier, je ne sais plus. Et je crois que justement, Lacan est en train de parler de quelque chose qui ne peut pas s'écrire. Alors qu'est-ce que c'est que les séminaires de Lacan qui sont mis par écrit? Ça pose aussi des questions. D'autant plus qu'il a bien appelé ça écrit, lui. Mais pas du tout écrit, c'est pas écrire quelque chose. C'est transmettre ce réel s'accédant. Donc c'est la question du récepteur. Eh bien, Lacan, dans ce séminaire, à la fin de ce séminaire, pose la question suivante. La jouissance de l'autre est une impasse. Alors, on a tout compris, c'est une impasse, pas du tout. C'est une impasse parce que d'un côté, elle est perverse, pour autant que l'autre, c'est l'objectita, c'est-à-dire qu'on jouit de l'autre comme objectita, mais qu'il y a aussi une autre jouissance qui est folle, qui est mystérieuse, qui est énigmatique. Là, vous entendez la dimension du féminin, pas tout. Et que c'est pour autant qu'on rencontre cette impasse. Il faut rencontrer l'impasse. Qu'alors, on rencontre par le biais de l'impasse le réel qui est en jeu. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel qui puisse s'écrire. C'est une impossibilité. Et alors, ce qui peut arriver, c'est que ce réel, vous allez voir, on s'approche de la formulation d'Augustin. Parce que je sais que vous connaissez très bien, évidemment, Augustin d'Agaste. Il suffit de voir combien de fois il est revenu sur la jalouissance, du frère jumeau, du collactanium, du frère de l'air. Eh bien, il peut arriver, si cette substance jouissante qu'est le corps advient, et ça, c'est une histoire qui se passe dans la langue, qui passe par le corps, mais qui se passe dans la langue, il peut arriver alors que le dit rapport sexuel, comme il dit, devienne rapport de sujet à sujet. Sujet en tant que sujet de l'inconscient, comme effet de l'inconscient. Et alors, le dit rapport sexuel cesse de ne pas s'écrire. Autrement dit, on est dans une sorte de tripot particulier qui fait que si on met à plat les choses, on a l'impossibilité du rapport sexuel, il rencontre, et pourtant, c'est pour autant que est rencontrée cette impasse qu'est la jouissance de l'autre, comme corps, que dans le même temps est rencontré le réel, et que ce jouit qui est dans le réel, est-ce que c'est du surmoi? Je ne sais pas. Je pense que ça, les formulations du surmoi de Lacan, ça c'était les années 59-60. Là on est en 73, 74. Parce que ça peut être reçu comme tel, comme du surmoi, bien sûr. Mais il est possible que, c'est ça la contingence, il peut arriver que ce jouit puisse être entendu de telle façon que lui soit répondu un oui, qui est bien un jouis, mais qui n'est pas le commandement. C'est un peu ce que j'ai dit là, à la présentation de la troisième numéro d'assistance. J'étais bon dans ça où je suis parti un peu au-dessus, j'ai eu du mal à un moment. Tout ça pour montrer à quel point, comme ça, on peut être pris
on peut être pris dans quelque chose, et que ceci, cette dimension de la voix particulière, eh bien, quand elle apparaît, nous transmet, et c'est ce qu'on pourra retrouver aussi dans le mythe, c'est ce qui est au cœur de la musique, nous transmet le fait qu'il y a à ce moment-là ce que l'on peut appeler cette rencontre particulière qui est l'amour. Oui, est amore aliquire inerare, poter ipsam. Augustin avait bien lu l'histoire de l'amour. La seule chose, c'est que c'est pas l'amour au sens narcissique du terme. C'est que pour rencontrer le réel, lui dire oui, c'est ça l'expérience de l'amour. Il y a bien quelque chose qui noue cette jouissance de l'autre, du corps de l'autre, au sens où on essaie d'en parler, et l'amour. Le problème, c'est que habituellement, tout ceci est recouvert par la signification et le sens, c'est-à-dire ce qui ne cesse pas de s'écrire. Voilà, je m'arrête là-dessus.